Cette émission vous est proposée par ASICS, partenaire de tous les coureurs du Schneider Electric Marathon de Paris. Sunday Night Production. Dans cet épisode, vous allez plonger au plein cœur du Schneider Electric Marathon de Paris, histoire de débriefer avec Johan Durand de cette édition 2023 exceptionnelle. Puis, vous allez découvrir les impressions de la première française et du premier français, à savoir Anaïs Kemener et Mehdi Frère. C'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le podcast Dans la tête d'un coureur et aujourd'hui, nous vous proposons un épisode exceptionnel enregistré depuis la finish line du Schneider Electric Marathon de Paris en plein cœur de Paris. Juste devant moi se trouve la finish line où sont en train de finir les marathoniens. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de sourires sur les lèvres et je pense que dans cet épisode, vous allez d'ailleurs entendre les cris de joie et les hurlements des spectateurs, mais tant mieux, il va avoir de l'ambiance. Cet épisode vous sera proposé en deux parties et dans ce premier chapitre, nous allons débriefer ensemble de cette édition 2023 un peu particulière. Vous allez le voir et pour m'aider à mieux décrypter cet événement mythique, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Johan Durand, athlète élite de la team ASICS, auteur d'un record sur marathon en 2h09-21, établi ici même sur ce marathon de Paris. Autant vous dire qu'il maîtrise à la perfection cette course. Johan, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Comment est-ce que tu vas ? Est-ce que tu profites bien du spectacle ? Bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous et de pouvoir débriefer de cette magnifique manifestation qu'on kiffe tous. C'est la fête du running, c'est la fête du marathon en France, c'est l'événement le plus populaire de l'Hexagone et franchement c'est toujours un régal de venir là. Alors voilà, j'ai le côté frustrant de ne pas pouvoir y participer, mais franchement je passe de tellement bons moments, les émotions que les gens te donnent, te procurent en passant la ligne derrière nous, que ça me fait oublier ma petite blessure et je me dis je serai à leur place l'année prochaine, ça me donne encore plus envie de revenir. Alors justement, j'en profite, tu peux donner des nouvelles à nos auditeurs parce qu'on a reçu plein de messages pour dire mais Johan, qu'est-ce qui te vient ? On le voit plus, qu'est-ce qui se passe ? Exact. Alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi aujourd'hui t'es pas là et puis nous dire que oui, tout va bien, tu es toujours bien présent. Ouais, malheureusement donc il y a presque quasiment 9 mois de ça, en juillet dernier, je me suis cogné le genou sur un accident domestique, un truc tout bête, je me cogne le genou dans un compteur EDF et en gros je me suis créé un gros œdème osseux et au niveau du tendon rotulien sous le genou et depuis je traîne cette tendinite, c'est elle qui m'a handicapé au championnat d'Europe à Munich au mois d'août l'an dernier et donc j'ai essayé de bien soigner ça tout cet hiver et j'ai pas mal galéré comme beaucoup de coureurs, on sait ce que c'est les blessures et les tendinites généralement une fois qu'elles sont installées c'est compliqué de les faire passer donc là je sors d'un petit séjour au CERS de Cap-Breton où j'ai pu faire la rééducation parmi pas mal de sportifs de haut niveau et de sportifs en général. Notamment François Daen était là-bas. Ultra trailer, je crois que vous vous êtes croisés. C'est ça, on s'est croisés quelques jours. Vous êtes donné des petits tuyaux, des petits bons plans ? Ouais, non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, quand on est là-bas au CERS, on est tous blessés, on est tous dans le même bateau, donc on se soutient mutuellement et c'est vrai que voilà, on se donne des sources de motivation en lui disant allez, vas-y, tu vas revenir, lequel va revenir le plus vite et tout ça, donc non c'était sympa et puis voilà donc là ça va mieux, j'arrive à m'entraîner depuis 15 jours donc objectif minima olympique et pour ça ça sera le marathon de Berlin le 24 septembre. Bon, le marathon de Berlin c'est l'autoroute c'est l'autoroute du marathon, voilà. Exactement, et puis en parlant d'ultra trailer, on recevra dans la deuxième partie de cet épisode un certain Mathieu Blanchard qui a brillé sur le macadam parisien, mais ça fait plaisir de voir des trailers, voir des ultra trailers. Je sais pas si tu as vu au France de Cross, Blandine Hirondelle, troisième. On les voit même sur les vétérans au cross. C'est les 3 premiers des trailers. Là, ça commence à arriver sur la route. Sur le cross, et maintenant sur la route. Alors sur le cross, c'était un peu plus logique parce que la passerelle trail-cross, surtout sur un parcours boueux comme c'était le cas à Carré, c'était quand même, c'était pas pour eux, mais c'est vrai qu'avec leur grosse musculature et leur puissance, leur beau quadri, voilà, ça fait que dans la boue ils passaient bien. Mais là, moi j'ai été surpris quand même des 2,22
de Mathieu. Je trouve ça très fort. Hein. Justement, il nous parlera un peu de sa préparation et comment est-ce qu'il a fait la transition entre le trail Sans se blesser. et la route sans se blesser. Vraiment, chapeau bas. Écoute, Johan, pour te réconforter un petit peu de cette petite tendinite, moi j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. On va faire gagner à nos auditeurs une ASICS Gel Nimbus 23 d'une valeur de 200 €. Et pour participer, eh bien c'est très simple. Chers auditeurs et auditrices, soyez très attentifs durant cet épisode partie 1 et l'épisode de la partie 2, puisqu'on va vous donner dans chaque épisode un mot-clé. Donc vous le notez quand vous l'avez. Et puis on vous donnera rendez-vous sur notre page Instagram, où il vous suffira d'écrire en commentaire de la publication qui annonce la sortie de cet épisode, eh bien les 2 mots-clés. D'accord. Voilà. Et il y aura une paire pour un homme, une paire pour une femme, comme ça, pas de Elles jaloux. sont belles en plus. 2 chances de Elles sont gagner. belles, confortables, amorties. Enfin, c'est... Eh ben justement, c'est vrai régal. c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est un vrai carton, cette ASICS Gel Nimbus 25. En plus, une petite édition de la Marathon de Paris avec la Tour Eiffel. Toi, tu l'as essayé. Ouais. Non, mais il y a une évolution dans la Nimbus. Chaque année, on a toujours une petite évolution, mais cette année, c'est presque une révolution parce qu'on a changé, la mousse a changé, mais c'est une chaussure qui reste très très confortable, c'est vraiment son point fort, avec un bel amorti. Et puis après, maintenant, elle a une qualité que les autres Nimbus n'avaient pas, c'est un petit peu son retour d'énergie, un petit peu de rebond. Et donc même à 12, 13, 14 à l'heure, on a cette sensation de bump qu'on n'avait pas sur une chaussure qui était plutôt lourde et faite pour justement juste amortir les chocs. Alors j'ai pas encore couru avec, mais là je l'ai essayé là. J'ai un petit peu trottiné quand même pour aller d'un coin à un autre. Et la sensation, elle est chouette. Elle est très particulière. Ouais. On sent vraiment un certain confort. Boulot, d'ailleurs, tous ceux qui l'ont essayé dans l'équipe. Donc voilà, restez attentifs. Si vous voulez la gagner, les 2 mots-clés et rendez-vous sur la page Insta. Johan, je l'ai dit à l'instant, cette édition 2023 du Schneider Electric Marathon de Paris était un peu particulière, car déjà on a eu le droit cette année à un nouveau parcours avec une dernière partie dans les rues de la capitale, et puis aussi un contexte un peu particulier, marqué par un climat social tendu en raison des manifestations contre la réforme des retraites. Et il y avait même une rumeur qui avait été lancée par le site RMC qui a terrorisé quand même pas mal de coureurs et coureuses à pied, en supposant qu'il allait avoir soit une annulation, soit un report de l'événement en octobre. On nous prédisait aussi des manifestations sauvages sur Twitter, des poubelles, qui allaient. Il y avait un peu de tout. Voilà, ça allait presque être un cross-country où il fallait aller joncher les poubelles tout au long du parcours. Et d'ailleurs, selon un sondage réalisé par Odexa pour Winamax et RTL, 61% des Français pensaient que le marathon de Paris allait avoir lieu dans de mauvaises conditions. Bref, un climat tendu, mais qui finalement très vite été éclipsé par cette folle énergie et ambiance du marathon de Paris. Ouais, complètement. C'était une belle édition. Moi, j'ai rien vu de mauvais sur cette édition. Ça s'est très très bien déroulé. Les gens ont été rassurés à partir de lundi dans la semaine avec une annonce officielle de ASO qui annonçait que le marathon se tiendrait dans des bonnes conditions, et il s'est tenu dans des conditions tout à fait classiques. Donc c'est tant mieux. Et puis les 50 000 nouveaux Parisiens, nouveaux coureurs ont pu découvrir la ville d'une façon différente et puis profiter de ce marathon. Ouais. Et justement, ce que je te propose, Johan, c'est qu'on écoute un petit reportage qu'on a enregistré sur la ligne de départ du marathon de Paris, pour demander justement aux coureurs dans quel état d'esprit ils étaient à quelques minutes du départ, et puis s'ils avaient été un peu marqués par cette annonce qui avait été publiée dans la presse. On écoute. Si t'es ok, je te propose d'écouter maintenant. C'est parti. Alors je me trouve actuellement sur l'avenue des Champs-Élysées. Il est un peu plus de 8h du matin. Ça y est, les élites sont parties et c'est les amateurs qui vont maintenant se lancer sur ce parcours parisien. Je peux vous dire qu'il y a des sourires. Les gens sont heureux d'être ici. On va partir à la rencontre des coureurs, prendre un peu la température. À tout de suite. Salut Guillaume. Prêt, je suis content d'être là. On a un peu flippé, donc là je suis bien, je suis content d'être là. Justement, tu fais référence à l'article qui est sorti. Est-ce que ça t'a un petit peu chamboulé ? Chamboulé pas trop, mais c'est vrai que tu te poses des questions. Parce que quand tu as connu le semi 2020, tu te dis que tout est possible, parce qu'on avait récupéré le dossard et ça avait sauté. Mais tu te poses un peu des questions, tu y repenses, mais tu essayes de rester focus quand même sur la course, quoi. Alors je viens de croiser Julia a un dossard doré. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, c'est son tout premier marathon. Cette année, c'est la particularité, on peut identifier les primo-marathoniens grâce à ce dossard. Pas trop stressé, Julia, avant ton départ ? Si, un peu quand même, premier marathon, donc on espère être finisher avant tout. Alors est-ce que tu as déjà fait des semis, des 10 km, ou c'est la première fois ? Non, j'ai déjà fait plusieurs semis, des 10 km, et là c'est vraiment mon premier marathon.
Alors dans quel état d'esprit tu es à quelques minutes maintenant du départ? Tu sais qu'il y avait eu quelques rumeurs qui disaient que peut-être le marathon n'allait pas avoir eu lieu. Est-ce que tu en as entendu parler et est-ce que ça t'a un petit peu peut-être dérangé en fin de prépa? Alors ça m'a un peu dérangé sur le moment et après j'ai essayé d'occulter cette information tant que c'était pas confirmé parce qu'effectivement ça allait un peu apporter un point noir à ma préparation, mais voilà, j'ai essayé de mettre ça de côté et maintenant que c'est validé, ma préparation a continué et elle s'est bien terminée. Donc tu es resté focus dans ta bulle, tu as fait abstraction des rumeurs et des on-dit pour te rester concentré. Bravo, c'était vraiment la bonne chose à faire. C'est quoi l'objectif aujourd'hui? Être finisher. Être finisher. Bon bah écoute, je te souhaite une magnifique course, je te laisse rejoindre ton sas de départ et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Salut Chloé, alors toi c'est ton deuxième marathon, première fois à Paris? Non, c'est la deuxième fois à Paris. Alors tu sais, cette année le parcours il a un petit peu changé, je sais pas si tu en as entendu parler, est-ce que il paraît que voilà, il est assez différent, ça va un petit peu plus monter, est-ce que ça t'inquiète ce nouveau parcours? J'attends de voir à la fin parce que déjà après le 30e l'année dernière c'était compliqué, donc on verra comment ça se passe, la montée ou pas, en marchant. On verra. Alors, je sais pas si tu as vu, mais il y a un sondage qui est sorti et 61% des gens pensaient que ça allait se passer dans de pas très bonnes conditions. Je sais pas si tu as entendu parler de la rumeur qui disait que peut-être voilà, ça allait être reporté. Est-ce que tu as vu passer ça? Oui, je l'ai vu passer et du coup, nous, une semaine avant, c'était 10 jours, je sais plus, ça nous a mis un coup de mou où on se disait j'ai plus envie d'aller faire mon entraînement, ça sert à rien, il va pas avoir lieu. Mais au final, quand il y a eu le deuxième article qui était sorti pour confirmer, on s'est remotivé et ça a été. Donc quand même une baisse de morale, mais finalement tu as réussi à reprendre le dessus. Oui, c'est ça. Au début ça a été vraiment dur, on se disait 3 mois pour rien, mais ça va, on est là. Bon c'est quoi l'objectif aujourd'hui? 4h30 normalement, on verra si j'arrive, c'est prévu pour. Bon je te laisse rentrer dans tes sas, d'autant plus que c'est un petit peu bouché ce matin, donc bon courage à toi. Merci beaucoup, bonne journée. Retour au studio. Johan, selon toi, cette rumeur, ces craintes autour du marathon qui allait peut-être être reporté, est-ce que tu penses que ça a été néfaste au moral des coureurs? On sait que les derniers jours, souvent avant un marathon, ils sont stratégiques, il faut rester focus. Voilà, il faut vraiment le mental, c'est là où ils se travaillent. Et du coup, peut-être que ça peut faire sortir de la bulle. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est vrai que c'est pas simple à gérer parce que comme il y a un coureur qui l'a rappelé, le semi-marathon de Paris avait été annulé la veille de la course à cause du Covid. Et c'est vrai que ça avait surpris tout le monde parce que tout le monde avait retiré les dossards, annulé vraiment au dernier moment. Ça avait été un choc de fou. Et ouais, donc là les gens ont eu peur de revivre ce moment-là. Donc ouais, franchement, d'un point de vue mental, je peux comprendre que certains aient plus envie d'aller s'entraîner les derniers jours, se disent tout merde. Enfin, ceux qui sont peut-être un peu pessimistes et qui se laissent un peu affoler par des mauvaises informations ont peut-être pu se dire finalement il va avoir lieu, je sors de ma course et je suis plus focus comme j'aurais pu l'être. Ouais. Et il y avait même des gens ce matin qui me disaient moi tant que je suis pas parti, j'y crois pas. J'ai toujours la crainte que ce soit annulé, puisqu'on a vu même le week-end où cette folle rumeur est sortie, il y avait le marathon, le 10 km du 9e arrondissement qui a été annulé 30 minutes avant le départ. Donc, je savais pas ça. À cause des problèmes de barrières. Là, je crois que la préfecture n'avait pas livré les barrières. Et donc annulé 30 minutes avant le départ. Et du coup, il y avait quand même des personnes qui avaient peur. Et du coup, c'est vrai que moi, je veux passer un petit coup de gueule parce que ces articles un peu sensationnel, c'est embêtant parce que les coureurs, c'est un impact énorme, ils sont préparés pendant 12 semaines et puis il y a des gens qui s'engouffrent vraiment dans du pessimisme et nous on avait fait un communiqué pour dire non, vous inquiétez pas, il y a rien qui dit que ça va être annulé et tout, et on s'était fait même insulter par des personnes qui nous disaient mais voilà, vous dites n'importe quoi, vous savez très bien que ça va être annulé, c'est juste pour machin et tout, et non, en fait il a eu lieu et tout, et vraiment les gens ont pris ça, certains très très à cœur. Ouais, c'est ça. Certains s'engouffrent dans des polémiques comme ça pour peut-être faire monter leur sauce ou autre. Je sais pas trop quel est l'intérêt. Là, c'est la fête de la course à pied ce dimanche matin. Voilà, le premier dimanche d'avril, c'est la fête de la course à pied dans Paris. Et ça n'a rien à voir avec n'importe quelle réforme ou le gouvernement ou quoi que ce soit. Là, c'est la ville, elle est pour les runners et il faut pas leur enlever ça. Et c'est très bien que l'organisation et la préfecture et tout le monde ait maintenu le cap pour ça s'est bien passé et tout le monde est heureux. Et justement, alors on nous prédisait des poubelles, on nous prédisait aussi peut-être des manifestations sauvages, et puis au final, pas de déchets sur le parcours. Tout avait été ramassé en amont, pas de problème de sécurité aussi. D'ailleurs, on peut féliciter les bénévoles et puis aussi les forces de l'ordre qui ont été quand même beaucoup mis à rude épreuve ces derniers temps et puis qui ont quand même répondu présent. Donc merci infiniment à eux. Et puis un parcours, on a retrouvé un Paris magnifique. C'est vrai que
que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Il manquait quelque chose peut-être. On Il en manquait parlera quoi tout à l'heure. Ah, le soleil. Ah, le soleil, c'est vrai, on va parler des conditions météo. En tout cas, une chose est sûre, le marathon attire de plus en plus de monde. Cette année, pas moins de 52 000 coureurs se sont inscrits. Je ne sais pas si tu sais, Johan, mais en 2013, ils étaient 31 000. Donc ça fait une augmentation de 60% en l'espace C'est fou, de 10 ans. C'est juste énorme. 60% d'augmentation en 10 ans. On parle souvent de l'essor du trail, mais le marathon reste là incontestablement l'événement sportif populaire qui attire le plus de participants, le plus de Français, et visiblement ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ouais, je pense que alors il y a le confinement pour le boom du running, je pense a eu quand même un effet bénéfique parce que beaucoup de gens se sont mis à courir pour pouvoir puisque c'était la seule autorisation en gros auquel on avait pour sortir de chez soi. Donc beaucoup de gens se sont mis à courir pour penser à autre chose et sont devenus un peu accro au running comme on le devient parce que effectivement quand on s'y met on a du mal à lâcher après. Et du coup effectivement le marathon profite de ça et puis peut-être que c'est aussi un défi, c'est une distance mythique et c'est peut-être plus accessible qu'un trail de 50 ou 60 ou 80 km et du coup les néo-coureurs se lancent sur un marathon et Paris pour ça c'est le marathon idéal pour se lancer. Je crois que quasiment 50%, un peu moins de 50%. 43%. 43% ouais, voilà, des participants, c'est leur premier marathon. Donc c'est quand même un chiffre de fou. Hein. Ça veut dire que 43% des dossards vendus sont des mecs pour qui c'est leur premier marathon. Donc ça confirme l'engouement qu'a cette discipline. Hein. Johan, avant de débriefer des résultats de la météo, j'aimerais qu'on parle quand même de ce nouveau parcours. Concrètement, avant que tu nous dises s'il est plus simple, plus difficile, et puis toi les feedbacks que tu as eu des coureurs, concrètement, qu'est-ce qui a changé ? Concrètement, c'est la dernière partie qui a changé avec le bois de Boulogne qui a été un petit peu raccourci. Hein. On avait un long passage entre le 34 et le 42 dans le bois de Boulogne de façon classique pour aller jusqu'à la fondation Louis Vuitton. Et ça c'est fini maintenant, on passe devant Roland Garros et on fait juste une petite boucle dans le bois avant la boucle doit faire 2-3 km maximum dans le bois et après on se engouffre dans la ville. Donc c'est pas mal de changements pour ceux qui avaient l'habitude de l'ancien parcours. Hein. Alors c'est vrai que de prime abord, fini la côte, la fameuse côte du boulevard Suchet où tu passes l'hippodrome d'Auteuil. Alors celle-là elle faisait un peu mal parce que sur 500 mètres c'était 3% de côte. Donc c'était quand même, ça faisait quand même assez mal. Et donc on aurait pu se dire, tiens finalement, est-ce que ce parcours il serait pas plus propice ? En plus, c'est vrai que le bois de Boulogne, souvent on est assez esselé, c'est la fin, on est tout seul. Il y a aussi un gros taux d'humidité, je crois. Quand il fait chaud, tu peux avoir 100% d'humidité. Et donc il y a beaucoup de personnes qui pètent à ce moment-là. Là, on est dans Paris, à l'abri du vent. Voilà, on aurait pu croire que c'était plus facile. Mais je crois que malheureusement, il y a quand même. C'était je sais pas toi les feedbacks que tu as eu, mais c'était chaud. Moi, je suis allé le repérer en footing du coup vendredi matin pour pouvoir bien en parler. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que ce que tu pouvais gagner en te disant je suis moins esselé dans le bois de Boulogne ou peut-être il y a moins de spectateurs ou c'est de la route de parc qui rend pas ou s'il y a du vent je suis peut-être plus abrité en étant en centre-ville, au final tu le perds parce que le dénivelé est quand même un peu plus compliqué parce que il y avait une côte du 38 au 40 avec un faux plat montant pour remonter jusqu'à Trocadéro avec pas mal de passages pavés en plus. Plus là aujourd'hui malheureusement un peu de vent de face sur cette partie donc au final tu te retrouves peut-être avec un parcours qui est un petit peu plus difficile que les autres années. Ouais, c'est vrai qu'avant il y avait cette fameuse côte de 3%. Ouais, mais une fois que tu l'avais passé, c'était tout droit. C'était plat. Et là finalement il n'y a plus cette côte, mais t'es en faux plat montant. Il y en a qui préfèrent, je sais qu'il y a des trailers, ça les a fait sourire parce que du coup ils sont remontés sur tous les marathoniens, ils étaient contents. On entendra d'ailleurs tout à l'heure des participants qui vont nous parler de ce parcours, de cette édition. Dans la partie 2 de cet épisode, on aura un petit micro-trottoir. Mais cette année, 269 de dénivelé positif. Ouais, c'est beaucoup. Donc je crois que c'est presque 100 en plus, donc effectivement on l'a senti passer. Alors les conditions météo, alors c'est vrai que moi je me suis levé ce matin, j'ai regardé la météo, 8 degrés 8 degrés à 8h et puis à 9h 9 degrés, donc il n'y avait pas un grand changement de température parce que souvent à Paris c'est le problème, tu peux partir à 6 degrés et à midi il fait 13, 15, 16 degrés, tu prends 10 degrés d'un coup et on sait que la thermorégulation pour les coureurs là c'est compliqué parce que le corps c'est un effort en plus à fournir, donc là je me suis dit 8 degrés ça va quasiment pas bouger, quand même 8 degrés on est proche des conditions idéales.
et j'avais sous-estimé quelque chose, c'était le vent C'est et ça. un vent nord-nord-ouest, Nord-ouest, ouais. donc un vent froid Ouais. et malheureusement les conditions elles ont été quand même assez difficiles. Ouais, je pense que quand on va analyser les résultats en regardant les performances, on va se rendre compte que c'est quand même en deçà de ce qui était espéré et des chronos moyens de la part des coureurs. Donc si tout le monde est un petit peu passé au travers, c'est forcément que les conditions météo ont eu un impact dans la performance. Et c'est vrai que c'est le vent, hein. Le problème de Paris, c'est cette dernière partie qui a un petit peu vallonné et qui était un peu plus exposée au vent de nord. Sur des coureurs en plus qui peuvent se retrouver isolés parce que la densité c'est pas la même que sur des gros marathons des Golden, donc pas simple. Et ouais, le vent a eu un impact et c'était comme tu l'as dit un vent très froid. Moi j'étais sur la ligne d'arrivée à attendre les coureurs, j'avais très froid pour eux et on les voit arriver, ils ont encore les manchettes ou les manches longues, ils les ont pas quittés, ils tremblotaient, c'était dur. Non, c'était vraiment. Il y a un côté crispation quand il fait froid comme ça, avec du vent froid où tu as du mal à te relâcher totalement. Ouais. Par contre, comme il faisait pas très très froid par rapport aux années précédentes, l'eau dans les bouteilles d'eau, vu que c'est du vent, et l'eau était quand même à température pour les ravitaillements, ambiante, ça peut être important parce que ça peut faire des troubles. Il y a l'année dernière, l'eau était gelée, donc c'était compliqué. D'ailleurs, une petite astuce, si vous avez comme ça de l'eau sur les ravitaillements gelés, mettez-la dans la bouche, vous la mettez à température dans la malaxée dans la bouche, et après vous l'avalez. Là, ça peut être décisif. Alors cette année, on avait un plateau élite quand même bien garni avec toujours un match Éthiopie-Kenya pour la première place. Alors au départ de la course, on trouvait quand même l'Éthiopien de 32 ans, Gueye Adola. Il avait un record de 2h03-46 réalisé à Berlin. Et c'est lui quand même qui a gagné le marathon de Berlin, je crois, en 2021. Il était le favori de l'épreuve. Face à lui, il avait quand même un Kenyan, Rotich Elisha, qui lui... comptait bien donner du fil à retordre aux Éthiopiens. Et finalement, doublé éthiopien avec une course qui est restée quand même très stratégique. Hein. Ça voulait pas vraiment prendre de relais, ça se regardait, ça se disputait un peu. C'est ça. Voilà, ça a été, et puis ça a attaqué au bon moment. Ça a attaqué au bon moment et c'est vrai que ça a été une course intéressante à suivre autant chez les hommes que chez les femmes, hein, avec un petit suspense. Et Abele Ayana a été très malin parce qu'il est quand même resté un long moment derrière Adola, qui avait un chrono supérieur au sien et qui peut-être se sentait plus fort et qui n'a pas hésité à mener justement dans la partie où tout à l'heure je disais qu'il y avait du vent, et en menant comme ça toute cette partie, le petit Éthiopien a fini par lui mettre une petite sacoche dans une bosse au moment où il rattrape les femmes. Il a tenu et la deuxième a fait très mal et il s'est envolé vers la victoire. Ouais. Et ça a gagné en 2h07-15, donc quand même on le voit, un chrono très très loin de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, à Paris ça s'est gagné 2-4, 2-3, 2-4 avec... Là, et puis même normalement les Éthiopiens, les Kenyans, on se dit peu importe le parcours, peu importe les conditions, ils sont toujours ultra performants. Et là on voit qu'aujourd'hui quand même ça leur a donné du fil à retordre. Ouais. Alors est-ce que c'est le froid plus qu'autre chose ou le parcours? On sait, il y a quelque chose en tout cas qui fait que ça a pas parfait comme ça aurait dû. Peut-être les lièvres sont aussi pas été suffisamment costauds, donc. À voir et puis après chez les femmes c'est vrai que ça a été magnifique comme finale, hein. Effectivement, alors on va parler des femmes dans un instant, tu parles des lièvres et on va en reparler parce qu'effectivement côté français aussi on a eu un petit souci, mais là chez les féminines aussi même scénario, match Éthiopie-Kenya avec l'Éthiopienne Woldu Etajeune qui était la favori avec un record en 2h20-03 et juste derrière elle la Kenyane Chebitok Ruth avec un record, elle, en 2h21. Là aussi, un peu le même scénario de course que chez les garçons. C'est resté dans le peloton, ça s'est regardé. Encore plus même. Ouais, encore plus. Et vraiment, alors là, il y avait pareil, ça a même un peu disputé parce que voilà, il y avait des féminines qui voulaient pas prendre de relais. Ouais. Bon, là, en tout cas, ça a attaqué chez les filles assez tard. Et puis, un beau spectacle. Ouais, c'est ça. Elle termine à 3 dans la dernière ligne droite. Donc, elles arrivent dans la même seconde. Il y a 3 secondes d'écart entre les 3 premières, donc c'est magnifique. Ça s'est joué à la photo finish. Alors sur le Schneider Electric Marathon de Paris, il y a une particularité, c'est qu'on fait partir les femmes avant, un quart d'heure avant. Alors on calcule, sachant en fonction des meilleurs temps, tu vas nous l'expliquer. Et puis le prize money est le même qu'on soit un homme ou une femme, c'est 30 000 € pour le premier ou la première. Mais si les hommes arrivent à rattraper les femmes, il y a un petit bonus. C'est ça. Voilà, 5 000 €. 5 000 €. Voilà, c'est cadeau.
cadeau. Pour le restaurant du soir, dans une bonne thème, c'est cadeau. Et du coup, ça met un petit enjeu. Alors moi, je trouve ça vraiment super bien parce que ça fait une course dans la course. Ça permet de vraiment de mieux médiatiser les filles. Pour nous aussi qui assurons le suivi de course, c'est vrai que des fois, on a des auditeurs qui nous écrivent en nous disant oui, mais on voit moins les filles, on voit moins les garçons parce que malheureusement, on doit faire aussi des choix. On n'a pas la chance d'avoir une équipe de 50 personnes. Donc voilà. Et là, ce type de course, ça permet de pouvoir vraiment suivre tout le monde. Il n'y a pas de discrimination. Donc vraiment, chapeau bas aux équipes d'organisation. Moi, je trouve ça génial. Toi, je sais pas ce que t'en penses. Si. Et puis pour les filles, ça leur permet de pas être dans le peloton des hommes à prendre des coups. Et pour les ravitaillements, c'est toujours plus ou moins compliqué parce qu'on le voit, la densité chez les hommes, surtout sur un marathon comme Paris, entre 2,20 et 2,30, elle est quand même assez forte. Donc du coup, ces filles-là, si elles étaient parties en même temps, elles joueraient des coudes, elles se feraient bousculer. Les hommes profiteraient de leur lièvre pour scotcher les filles et lâcher un sprint. Et là, elles sont entre elles. Et après, voilà, il y a ce petit challenge qui est hyper excitant. Comme tu l'as dit, il y a 5 000 € pour celui qui termine premier, que ce soit l'homme ou la femme. Donc, les 3 dernières années, je crois que c'est les hommes qui ont rattrapé les femmes. Et les 2 années précédentes, c'était les femmes qui avaient gagné. Donc, pour l'instant... Bon, là, en tout cas, félicitations. Victoire de Kiprot en 2h23-19. 3h24 de moyenne quand même. Ça 3h24, ça va vite. Ça va vite chez les filles. Mais c'est pareil, c'est une fille qui avait un record en 2h21. Donc là, elle fait 2h23. Donc... Il y a 2 minutes. Ceux qui ont battu leur chrono aujourd'hui, ils étaient costauds. C'est parce ça. que franchement, voilà. Ou alors ils n'étaient pas très bien entraînés avant. Ou alors, voilà. Mais si vraiment ils ont battu, félicitations à eux. Alors du côté des Français, on était servis avec notamment la présence de Morad Amdouni. Alors Morad Amdouni, c'est pas n'importe qui. 2h5-22 sur record de France d'ailleurs du marathon. Malheureusement, il était annoncé, mais voilà, on savait qu'il y avait quelques petits pépins physiques, notamment au niveau des mollets. Il n'avait pas pris le départ des championnats de France. Et donc, voilà, son état de forme, en tout cas, les observateurs ne pariaient pas forcément sur lui. Et pourtant, au départ, il était là. Et il a même voulu rattraper la tête de course. Il a tenu quand même assez longtemps. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait là, Morad ? Bon, c'est un garçon plein de surprises. Est-ce qu'il a voulu bluffer ? Est-ce qu'il est vraiment en forme ? La suite a été un peu plus compliquée. Ouais, Morad, c'est ça. On avait peu d'infos sur sa forme et sur ce qu'il visait réellement. Il y a 48 heures, on a un peu tous appris qu'il courait le marathon de Paris. Ça a été une surprise pour beaucoup de suiveurs parce que c'est vrai qu'on l'avait laissé au Cross West France après 400 mètres et une blessure au mollet. Un do not start au championnat de France de cross où il n'avait pas pris le départ. Donc surprise, son coach a dit qu'il était en forme. Donc voilà, ils ont voulu se tester. Il est venu. Malheureusement, je pense que il manquait peut-être d'entraînement. Je connais pas sa préparation ou comment ça s'est passé. C'est quelqu'un qui avait fait 2,5 l'année dernière, donc il avait peut-être à cœur de se montrer, de courir à Paris. Et puis malheureusement, ça a été beaucoup plus compliqué pour lui puisqu'il fait 2,12,45. Ouais, 2,12,45, mais quand même. Alors je crois que son entraîneur Jean-Claude Volmer nous avait dit que il avait que quelques semaines de prépa. Ça reste quand même un très beau chrono si vraiment il n'a pas pu s'exprimer comme il veut. On est quand même surtout en vue des conditions et surtout qu'il est parti quand même assez vite. C'est ça. Donc quand même grosse performance. On espère le retrouver un peu plus en forme parce que c'est quand même une vraie chance en tout cas pour Paris 2024. C'est une chance pour les de nos meilleurs championnats du monde cet été à Budapest s'il est qualifié et s'il est sélectionné. C'est une chance pour les Jeux Olympiques si on a un Morad comme on l'a eu l'année dernière en 2h05. Mais après c'est un garçon qui a aussi des hauts et des très bas comme beaucoup. Moi en ce moment c'est pareil, je suis vraiment en bas. Donc c'est la carrière d'un sportif de haut niveau. Donc du coup la vie n'est pas un long fleuve exactement tranquille, surtout en athlétisme. Mais il nous a dit Morad que lui ce qu'il visait c'était Budapest, les championnats du monde, et à mon avis il sera certainement prêt. Alors on avait un deuxième favori, il y avait 2 favoris vraiment aujourd'hui. Mehdi Frère lui c'est 2h08,55 et il nous avait quand même aussi impressionné sur le semi-marathon de Naples où il fait quand même un peu plus d'1h30-50 je crois de mémoire, mais moins d'1h01 sur son semi de Naples. Alors c'est vrai qu'on l'avait vu à Valence sur le marathon où peut-être on l'aurait espéré. Je le voyais mieux. Ouais, on le voyait mieux. Son automne avait été monstrueux. Exactement, il avait beaucoup communiqué sur les réseaux en expliquant qu'il avait beaucoup borné, fait des grosses séances, donc on l'attendait assez monstrueux. Et puis finalement peut-être il a voulu en faire un peu trop. On le recevra tout à l'heure. D'ailleurs on lui posera la question. Là je crois qu'il avait essayé d'ajuster un peu l'entraînement, mais on l'attendait beaucoup en tout cas. Ouais, c'est un
cascadeurs du marathon français. Hein. On a une tête d'affiche, c'est Nicolas Navarro, et derrière on a du Hassan, on a du Mourad et bien évidemment Mehdi. Hein. Mehdi est quelqu'un de jeune mais qui est déjà très performant sur la distance. Et c'est vrai que moi, son automne m'avait impressionné. Je pensais qu'au marathon de Valence, il ferait très mal en décembre. Alors comme tu l'as dit, hein, peut-être que justement il en a trop fait. Hein, des semaines à plus de 200 ou 250 km semaine, je sais plus combien. Mais c'est impressionnant. Et donc du coup, ouais, pareil, son semi avait été très bon. Donc moi aussi, je le voyais. Disons que c'est un vrai potentiel à courir sur moins de 2h08-10 pour se qualifier pour les Jeux, ça c'est une certitude. Hein. Oui, puis à côté de Morad, à côté de toi évidemment, ou à côté même de Nicolas, il est encore jeune. C'est un garçon garçon jeune. C'est un garçon jeune, intelligent. Donc quand on est intelligent, généralement on apprend aussi. Après il fait des erreurs hein, dans son entraînement, il le dit, mais il le dit lui-même et il l'apprend. Et tant que tu les corriges. Voilà, exactement. Voilà. Alors on avait aussi, quand même aussi deux outsiders avec Michael Gras. Michael Gras, c'est quand même 2h10-55 de record. Et puis Johan Koal. Alors c'est vrai que Yoko, la transition, on sait, hein, de la piste à la route, elle est loin d'être facile, elle est même très piégeuse. Il n'avait pas forcément pu exprimer son talent sur le marathon de Londres. Moi, il m'avait impressionné sur le semi de Paris. Alors je sais qu'il n'est pas très content de sa performance, mais quand même 1h03 à Paris, un parcours aussi très difficile sur l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris, tout seul parce qu'il était tout seul de A à Z. J'avais quand même trouvé ça costaud et je me suis dit, tiens, si ça part vite, si ça va très très fort, il aura peut-être une carte à jouer. Ouais, c'est ça. Il avait pris l'option. Il y avait hier, donc j'étais à la réunion technique et il y avait 4 groupes mis en place. Il y avait un premier groupe avec les coureurs kenyans pour la gagne en 2.5, un groupe minima olympique avec les Français en 2.7.30, un groupe avec Michael Gras en 2.9 et le groupe de Yoko 2.12. Donc Yoko partait vraiment dans une logique de partir prudemment et d'être un peu en dedans sur la première partie pour justement pas souffrir point de côté ou autre qu'il avait un peu handicapé au marathon de Londres. C'est ce qu'avaient un peu dit les observateurs, peut-être un peu trop ambitieux sur le premier des 2h08. Et là voilà, il fallait vraiment qu'il essaye de stabiliser un chrono, qu'il essaye de passer en fait cette barrière du marathon. C'est vrai que c'est une distance qu'il faut respecter. Surtout quand tu viens du steep. Exactement. Et là finalement, je crois 2h13, 2h14. 2h14, voilà. 57. Déjà on est sur une performance quand même. Je pense qu'il a encore des capacités. C'est quelqu'un qui a les capacités à mon avis de s'approcher des 2h10 voire même en dessous, mais c'est déjà ça reflète un peu plus quand même le talent de ce garçon. Ouais, et puis là c'est une performance qui n'est pas du tout aboutie parce que il se retrouve tout seul après le 32e kilomètre. Donc quand on sait qu'à Paris c'est là où le marathon commence et devient dur, se retrouver tout seul et isolé avec les conditions météo qu'il y avait aujourd'hui, tu perds fatalement pas mal de temps. Donc c'est pas the performance. Il sait très bien qu'il fera mieux et c'est très bien qu'il l'ait passé, qu'il n'ait pas eu de point de côté, que ça va certainement le rassurer parce que justement il est un peu plein de doutes quand on démarre une nouvelle distance. Comme tous les débutants, on se pose plein de questions et même à haut niveau c'est exactement la même chose qu'un mec qui se lance sur un marathon. Hein. Oui, et puis c'est quelqu'un de très sérieux, c'est quelqu'un de très exigeant dans sa préparation, d'appliquer. Donc à mon avis ça va aller beaucoup mieux. Alors du coup on a eu les deux favoris qui sont partis en tête, hein, avec dans le deuxième groupe Morad et Mehdi Frère. Ça a été un peu plus compliqué pour Morad qui a voulu suivre les Kenyans, les Éthiopiens, puis après qui s'est fait rattraper par le groupe de Mehdi Frère. Finalement Mehdi Frère est passé devant lui, je crois qu'il termine autour des 2h11, premier français, 11h05 de 11h05, premier français quand même Mehdi Frère. Alors on va le recevoir tout à l'heure, mais j'ai pu lui en toucher 2-3 petits mots quand même sur la finish line et voilà, il n'était pas satisfait quand même des lièvres, alors sans se trouver de responsable parce qu'il a dit je suis le premier, et ça j'ai trouvé ça très smart de sa part, et puis de pas fuir ses responsabilités, et il m'a dit non, le premier responsable c'est moi. Mais c'est vrai que les lièvres, j'ai dû quand même avoir 2-3 pépins, et j'ai l'impression que c'est récurrent sur Paris. C'est pas le premier qui me le dit, il y a souvent des problèmes de lièvres sur le marathon de Paris. Qu'est-ce qui se passe avec ces lièvres? Moi je trouve ça quand même dingue qu'on n'arrive pas à trouver des coureurs capables d'accompagner, d'être sérieux sur ces allures là. Alors après peut-être que je connais mal la fonction du lièvre, mais moi ça m'agace un peu. Je pense que c'est une problématique pas que de Paris, qui est assez récurrente sur les marathons. C'est vrai que sur cette distance-là, ces mecs-là, ils ont un rôle primordial. Il faut vraiment pas que... C'est des mecs à qui tu dois faire confiance. Tu leur donnes tes 30 premiers kilomètres, en gros. C'est-à-dire que tu leur dis, les gars, pendant 30 mètres, moi je regarde pas ma montre, vous me donnez l'allure et vous m'amenez de façon la plus régulière possible. Et c'est à vous de faire le taf. Et des fois, j'ai l'impression que peut-être certains ne prennent pas conscience de l'enjeu qu'il y a derrière
Et pour les athlètes, c'est vrai qu'on leur donne la clé de notre performance en fait. Et c'est des fois 3-4 mois d'entraînement qui peuvent être mis en l'air par un lièvre qui va partir trop vite sur un premier 5, un premier 10 ou autre. Et quelque part, c'est une frustration quand nous on engage 3-4 mois de préparation et que c'est mis c'est mis en faute par un lièvre qui est pas performant. Ah, j'imagine que ça doit être terriblement frustrant. Alors après, on sait que souvent c'est des coureurs éthiopiens, kenyans qui font office de lièvre, et c'est vrai que c'est des gens qui courent plutôt à la sensation, Exactement. qui sont moins sur des allures, et donc c'est vrai que c'est un métier professionnel finalement, lièvre aujourd'hui, et ça se travaille. Ah, ça donc, doit être. voilà. Ouais. Mais après à Berlin, Kipchoge, je peux te dire que c'est lièvre, Ah non, mais ça file droit. Oui, non, mais ils sont. Il y a pas de problème. C'est ces lièvres à temps complet qui ont l'habitude de faire lièvre sur les séances. Ouais. Et c'est vrai que Et il faut pas se tromper dans le choix. Hein. Et il fait les cachets. Lui, quand il négocie Ouais. son cachet, il négocie le cachet de ses lièvres, et c'est avec ses lièvres ou rien. Exactement, Il a ses pacers à lui privés avec qui il s'entraîne nuit et jour. Julien Vanders aussi, il est malin. Lui, je crois qu'il a aussi un peu avait cette son méthode. groupe, ouais. Il avait Ouais, son ouais. groupe. Et c'est peut-être ça qu'il faut trouver, parce que là, quand même, c'est du gâchis, quoi. Ouais, c'est ça. C'est dommage de pas trouver des athlètes performants et qui quelque part qui veulent faire performer quelqu'un d'autre. C'est pas seulement venir pour de l'argent ou venir faire la course et se dire voilà, je fais 30 bornes et après je m'en vais. Non, tu dois être en fait tu dois avoir un feeling avec l'athlète, presque avec ton lièvre et le coureur, parce que c'est un duo, c'est les deux qui réussissent quand il y a une performance, c'est les deux qui ont réussi. Et ça c'est vrai que pour le coup vaut mieux faire appel à un gars en qui on a confiance, on sait qu'on peut lui mettre notre performance sur les épaules et au moins on n'a pas de mauvaise surprise. Donc après voilà, c'est à l'organisation de faire les choix, les différents managers des plateaux et des coureurs kenyans ou éthiopiens de bien checker les mecs pour qu'ils soient en forme le bon jour et qu'ils amènent les athlètes sur les meilleures performances possibles. Alors, côté française, chez les filles cette fois-ci, alors cette année malheureusement, bon voilà, c'était un peu tristoun, pas vraiment d'athlètes. Beaucoup de blessés chez les Françaises beaucoup de sur le blessés. marathon. C'est vrai que c'est dommage, parce qu'on était quand même reparti avec pas mal d'athlètes françaises qui commençaient à surperformer sur marathon et tout, et puis là on voit que on est un peu dans le creux de la vague, tu vois, c'est un peu dommage. Il y a toute une nouvelle génération qui s'était lancée sur des marathons en Espagne, Méline Rollin, Mathilde Sénéchal, plus après des athlètes qui devaient monter sur Liv marathon, aussi, les Vespal, Liv, Megdes Woldou, Margot Siraki. Ça fait rêver, quoi. C'est quand même sur le papier, ça fait rêver. c'est des filles qui ont un très beau potentiel, mais après voilà, le marathon c'est une distance tellement difficile qu'il y a de la casse, et malheureusement les filles comme les hommes ça ne pardonne pas. C'est pas une distance à prendre à la légère, et passer le cap de la piste du 10 au marathon, c'est compliqué. On avait quand même une athlète extrêmement talentueuse en ce moment qui fait beaucoup parler d'elle, puisqu'elle explose tous ses records. On l'avait vu, Anaïs Kemener, 1h11 au semi de Paris. Et là, peut-être, alors elle avait dit 2h32. On espérait quand même, au vu de ses performances, pourquoi pas moins de 2h30, vraiment. Et là, elle peut prendre la tête de file du marathon français féminin. 2h2:32, elle a tenu son objectif. Elle avait été prudente finalement. Une fille intelligente elle aussi, puisque voilà, au vu des conditions, au vu de elle espérait, j'imagine, mieux, mais 2h32 au final, ça reste quand même énorme au vu des conditions aujourd'hui et du parcours. Ouais, et tout à l'heure on parlait du choix justement des filles qui partaient 15 minutes avant les hommes. Elle a fait le choix de partir avec les hommes dans le deuxième groupe, enfin dans le groupe classique, dans le SAS préférentiel, pour pouvoir venir justement avec ses lièvres et ses meneurs d'allure, et de pas courir isolé derrière les 10 ou 15 premières éthiopiennes ou kenyanes. Donc très bon choix. Et 2h32, 1h11, 2h32, c'est vraiment propre. On demandera dans quelques instants à Anaïs justement si ce changement de sas de départ finalement, parce que ça peut nous arriver à nous aussi les coureurs amateurs, des fois on veut aller dans un sas un peu plus ambitieux. Est-ce que je vaux 3h ou 2h45 ou... Donc est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas? On va nous en parler, parce que je pense que c'est riche d'enseignements, mais voilà, encore une coureuse à mon avis qui a les capacités en tout cas de peut-être courir un jour sur les 2h30. Ça ferait du bien, parce que pour l'instant il n'y a personne en tout cas qui à l'heure actuelle qui court sous les 2h30 en France. C'est une coureuse complète, puisqu'elle passe aussi en trail, en cross. Donc mais elle a vraiment le vent en poupe en ce moment, et c'est vraiment chouette pour elle. Affaire à suivre. Bon on va donner le petit mot-clé pour nos auditeurs pour gagner la gel Nimbus. Le premier mot-clé, c'est dénivelé. Dénivelé. Retenez-le bien. Bon, alors combien tu notes cette édition du Marathon de Paris? Toi, ton avis sur ce nouveau parcours, sur l'ambiance, voilà la note que tu donnes, comme ça. Sur 10 ? Allez, sur 20. Sur 20 allez, je leur donne
Un petit 15, mais ils en sont pas responsables. Je pense ouais, que j'aurais dit 14,5, 15. Ouais, bah tu vois, alors qu'on s'est pas du tout consulté. Non, ils en sont pas. C'est la météo. Moi, la météo, elle est un peu embêtante, mais ça, malheureusement, ce sont des paramètres que tu ne maîtrises jamais. Mais Paris, quand même, quand il fait beau, Paris, c'est quand même, pour moi qui viens de province, c'est la plus belle ville du monde quand il fait beau. Par contre, quand c'est l'inverse, c'est vite compliqué. Donc on n'a pas eu de pluie, mais le vent et ce froid étaient un petit peu handicapants et c'est quand même moins beau, moins fun. Et puis après, il y a juste ces petits couacs de plus ou moins de. Il y a aussi l'histoire de la semaine dernière de la fake news qui a joué un peu contre eux. Et puis il y a peut-être la fin de parcours qui est peut-être moins évidente pour les coureurs, mais ça c'est pareil, l'organisation y est pour rien, c'est lié à des travaux en région parisienne. Et donc voilà, mais c'est quand même une belle manifestation et ça a toujours été une fête. Et quand on voit encore les gens passer avec le smile derrière nous, on entend l'ambiance derrière nous. C'est ça, encore ambiance de fou. Nous. Et d'ailleurs, pour revenir sur l'ambiance, c'est Mehdi Frère qui me disait tout à l'heure en off qu'il avait été surpris de l'ambiance et de l'engouement qu'il y avait eu du public parisien tout au long du parcours. On demandera justement si les encouragements ça aide. Est-ce que tu sais si ce parcours-là finalement il va durer ou c'est juste parce qu'il y avait des travaux? Moi j'ai essayé d'avoir l'info et j'ai l'impression. Non, je l'ai pas, je sais pas. Ouais, j'ai l'impression quand même que ça va durer. Après on verra aussi en fonction des. C'est ça. Je pense que ça va être le retour des coureurs. Hein. C'est ça, c'est eux qui ont vraiment vécu l'expérience de savoir si être dans les bois, faire plus de bois de Boulogne ou revenir en centre-ville et aller jusqu'à Trocadéro, quitte à prendre une côte, mais avoir une fin de course avec les 2 derniers kilomètres un peu plus favorable, c'est mieux ou non, ils nous diront. Bon, on demandera aux coureurs amateurs dans la deuxième partie de ce podcast. Qui pourront comparer. Ouais, voilà, exactement. On va demander à ceux qui l'ont fait. Les coureurs amateurs, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Parce que c'est vrai que un amateur, il n'est pas que à la recherche de la performance, il veut aussi le public, l'engouement. Et donc peut-être que ça a plu. On demandera tout à l'heure. Écoute Johan, merci beaucoup. On peut te retrouver sur un autre podcast maintenant, je crois, RMC Running avec Monsieur Boutron. Je crois c'est toutes les semaines. Donc voilà. Et puis maintenant, rendez-vous Marathon de Berlin. Le 24 septembre. En plus, c'est mon anniversaire. Voilà. Donc je suis obligé de perfer. Je te retiens pas plus longtemps parce que je sais que tu es attendu. Merci. Et puis je vous propose maintenant d'accueillir la première et le premier français de cette édition 2023 du Schneider Electric Marathon de Paris. On va commencer, honneur aux dames, par Anaïs Kemener qui vient à l'instant de terminer son marathon. Elle est encore un peu frigorifiée, mais t'inquiète pas, il y a un peu de chauffage ici, tu vas pouvoir te réchauffer. Salut Anaïs, comment ça va? Ça va bien, merci. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le premier français, Mehdi Frère. Alors lui, il est un peu plus couvert, il est arrivé il y a un petit peu plus de temps qu'Anaïs. Toi Mehdi, comment ça va? Super, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans l'émission. C'est vrai que c'était une édition un petit peu spéciale avec un nouveau parcours, avec peut-être aussi un climat d'incertitude. Est-ce que le marathon va avoir lieu ou pas? Finalement, il a eu lieu. Il y a eu beaucoup de sourires sur les visages. Les conditions n'étaient pas forcément les meilleures, on va pas se mentir. Anaïs, on commence par toi. Comment est-ce que tu as trouvé déjà les conditions météo? Est-ce que tu n'as pas trop eu froid sur le parcours? Non, je trouvais qu'il a fait plutôt bon quand même dans l'ensemble pour un marathon. Donc les conditions étaient plutôt bonnes. On avait moins de 10 degrés au départ, je crois 8 degrés. Exactement, 8 degrés, mais quand même beaucoup de vent. Un vent à 20 km/h, un vent très très froid, un vent du nord, nord-nord-est, nord-nord-ouest. Donc c'est vrai que le ressenti était bien inférieur. C'est ça, en fait je me rendais pas trop compte. Avant le départ, je voyais 20 km/h de vent, je me disais que c'était pas énorme. Et au final, quand on est face au vent dans la course, on se rend compte que c'est quand même pas mal. Toi Mehdi, est-ce que tu as souffert un peu des conditions météo? Moi je suis un grand frileux, donc je préfère les conditions un petit peu plus chaudes. Donc, ça c'est ton passé de pistard. Ouais, je pense. C'est ça. Mais après voilà, on fait avec. Sur marathon, c'est pas non plus très dérangeant d'avoir des conditions inférieures à 10 degrés. Justement, ça évite de surchauffer. Mais après, oui, c'est vrai que quand il y a un petit peu moins de vent, c'est quand même plus agréable. C'est sûr. Et le parcours, alors, on parlait, ce parcours, il faisait un peu peur, il faut bien le reconnaître. Anaïs, toi qui as un peu d'historique, contrairement à Mehdi, je crois que c'est ta première fois sur Paris, comment est-ce que tu as trouvé ce parcours par rapport aux années précédentes? Alors, j'ai trouvé que la deuxième partie du marathon était quand même beaucoup plus difficile que l'année dernière. Après j'ai vu qu'il y avait énormément de pavés, comme on avait un temps qui était un petit peu humide aussi avec le sol par rapport aux chaussures et tout, je trouvais que ça glissait pas mal. Ouais. Donc c'était pas il y avait pas mal de virages, pas mal de pavés. Un parcours qui est un peu plus difficile, je trouve que c'est un peu plus compliqué dans la deuxième partie. Et toi Mehdi, le parcours, comment tu l'as trouvé? Alors moi c'était une volonté de ma part de venir faire un parcours un peu plus difficile, un petit peu plus technique que Valence que j'ai l'habitude de faire. J'ai pas été déçu. Alors voilà, Paris, j'adore courir dans la capitale, c'est une ville magnifique avec des super monuments, donc moi c'est vraiment un plaisir.
En revanche, niveau performance, le parcours, c'est pas le plus roulant, quoi. Après, on savait ce qu'on venait chercher. On n'a pas été déçus. Franchement, ils nous avaient annoncé un parcours technique, ça l'est. C'est vrai. Bon, sur ça, au moins, il n'y a pas eu de mensonge. Alors, mais dis-toi, c'est vrai que tu avais quand même en tête les minima olympiques, 28-10, qui sont quand même extrêmement élevés. Et a fortiori sur ce parcours, c'était quand même un sacré challenge. Tu as eu des temps de passage assez rapides. Qu'est-ce que tu penses qui t'a manqué pour pas faire t'approcher des 2h08-10 ? Est-ce que c'est plutôt les conditions météo ? Est-ce que c'est plutôt le parcours ? Est-ce que c'est plutôt les lièvres ? Alors c'est un petit peu de tout. Après quand on est bon, on est bon. Donc je vais pas jeter la faute sur les autres, sur les lièvres ou sur les conditions météo. C'est moi qui n'étais pas assez bon aujourd'hui. Donc j'avais pas les meilleures jambes du monde. J'étais en bonne forme mais pas suffisamment visiblement. Donc je vais pas rejeter la faute sur les conditions climatiques qui étaient quand même relativement correctes. Les lièvres c'est perfectible on va dire, mais on va pas se plaindre non plus. On avait des lièvres, c'était toujours ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec les lièvres ? C'est les temps de passage n'étaient pas respectés ? Ça a fait un peu l'accordéon ? On est parti parfaitement bien sur les 10 premiers kilomètres. Je trouve des allures inférieures à 2,7. Donc franchement, j'étais bien lancé, j'étais satisfait. Et après, on s'est endormi. J'ai pas compris pourquoi entre le 10e et le 20e kilomètre. Et en fait, au 20e kilomètre, on avait déjà plus d'1 minute de retard sur les temps de passage prévus. Donc on a perdu plus d'1 minute 30 en 10 kilomètres. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait. Après, j'ai essayé de relancer un petit peu, secouer un peu le cocotier. Je me suis un peu embrouillé avec les lièvres, mais c'était un peu trop tard. Et donc sur un marathon, essayer de relancer entre le 21e et le 30e kilomètre. Ouais, c'est foutu. C'est presque foutu, quoi. C'est toi qui as fait lièvre finalement pour le bout. Après, on va pas leur jeter la pierre. Encore une fois, quand on est bon, on est bon. Enfin, il y a des gars qui étaient avec nous qui ont réussi à relancer, à finir en moins de 10. Ça n'a pas été mon cas. Donc j'étais peut-être pas assez préparé aussi, j'ai peut-être des questions à me poser. On va parler dans un instant de ta prépa. Anaïs, toi, record personnel, 2h32, c'est vrai que l'année dernière, tu étais venu essayer, tu avais battu ton record aussi, mais tu étais parti, tu avais fait le choix de partir avec les coureuses élites. C'est vrai que c'est des coureuses qui partaient sur des allures de 2,20, de 22, de 23. J'imagine que tu as été un peu vite esselé. Cette année, tu n'as pas recommis la même erreur. Tu es parti avec un groupe que tu connais bien pour essayer justement d'aller battre ton record. Tu m'avais dit, on s'était vu la semaine d'avant, je vise 2,32. Voilà, on espérait quand même, au vu de ta performance à Paris, peut-être pourquoi pas aller descendre sous les 2h30. Bon, tu es restée prudente, c'est 2,32 aujourd'hui. Est-ce que tu es contente de cette performance ? Bah oui, je suis contente, même si j'aurais quand même aimé faire mieux, on va pas se mentir. Mais je mets 5 minutes à mon record personnel, donc je peux pas être déçue. Ensuite, le parcours, ça a été un peu difficile pour moi parce que j'étais sur des bonnes allures des allures de 2,30 jusqu'au 32e kilomètre et vraiment du 35e jusqu'à l'arrivée. Ça a été la descente aux enfers, ça a été vraiment compliqué et j'ai quasiment perdu 10 secondes au kilo à chaque fois, donc vraiment parcours compliqué pour moi. Mais je suis contente. Alors c'est vrai que le marathon de Paris, il est réputé assez piégeux, notamment le départ où ces faux plats descendants et les coureurs ont tendance à courir un peu vite. Je crois que toi sur les premiers kilomètres ça a été ton cas, tu as été un peu rapide, 10 secondes de plus que ce que tu avais prévu. Ça tu penses que tu l'as payé en fin de parcours, surtout à Paris où la fin là cette année elle est extrêmement exigeante. Je pense finalement que j'ai dû le payer. J'ai essayé quand même de maintenir les allures tout au long du parcours, mais je passe 35 minutes au lieu de 35-30 au 10 km. Donc déjà à ce moment-là, je me dis 30 secondes c'est quand même pas mal. Au final, au 20e, je maintiens aussi les allures. Je vois que j'ai encore 1 minute d'avance. Je me dis là, c'est soit je vis très très bien aujourd'hui, soit il y a un moment donné où je vais le payer cher. Et effectivement, dans les derniers kilomètres, ça a été difficile. Globalement, plus dur ou plus facile que l'année dernière ce parcours ? Pour moi, plus dur. Plus dur ? Ouais. Bon, écoute, toujours aussi beau par contre. Oui, toujours aussi beau, toujours aussi agréable et une ambiance de dingue. Vraiment, des applaudissements, des encouragements dans tous les sens. Et vraiment, c'est juste le feu, l'ambiance. Bon, c'est aussi ça que viennent chercher les coureurs élites français sur le marathon de Paris, c'est que on est encouragé, on est porté par le public. J'imagine toi aussi Mehdi, tu as dû sentir cette ferveur populaire. Mehdi, tu nous parles un peu de ta préparation, tu nous dis il y a peut-être des petites choses que je vais peut-être pouvoir améliorer, donc c'est bien, ça laisse des pistes de travail. C'est vrai que sur les marathons de Valence, on t'avait vu avec des grosses charges d'entraînement où tu bornais beaucoup. Toi vraiment, tu penses que ta philosophie en tout cas sur marathon, c'est avoir du kilométrage, c'est important et tu restes dans cette logique-là. Oui, après préparation de Valence, j'avais fait du kilométrage presque à l'excès. Là, j'ai fait beaucoup plus de qualité. Maintenant, je vais peut-être essayer de voir si je peux pas trouver un juste milieu entre les deux. Parce que là, j'ai eu un petit passage à vide récemment aussi. Donc, j'ai commencé à être en bonne forme seulement 2 semaines avant le marathon.
Donc voilà, on va encore se poser les bonnes questions, on va encore essayer de revisiter le plan d'entraînement, voir ce qui a marché, pas marché. Et voilà, c'est que des ajustements comme ça, et ce sera le cas jusqu'à la performance finale. Alors justement sur Valence, je crois que tu étais monté jusqu'à 250 km semaine sur tes pics. Là pour préparer Paris, tu es resté plutôt autour des 200. Voilà, globalement ça ressemblait à quoi tes 12 semaines de prépa? Pic à 200 km et une moyenne de 170 km par semaine, donc moins que d'habitude. Mais quand même un beau Après, volume. Un beau volume, tout à fait, bien sûr. Et les séances ont été très bonnes. J'ai été à mon meilleur niveau sur semi-marathon, presque. Donc voilà, après, je ne sais pas si j'ai fait des erreurs, on va encore analyser. Mais donc voilà, je vais essayer de trouver un juste milieu la prochaine fois. Pas non plus aller jusqu'à 250 et pas être à 150 km. D'accord. Et toi Anaïs, c'est vrai qu'on t'a vu exploser ton record sur le semi de Paris, on t'a vu sur l'éco-trail aussi, on t'a vu aussi je crois sur les crosses, on t'a vu sur le semi-marathon de Joinville. C'est vrai que tu as beaucoup enchaîné. Est-ce que tu penses que tu as peut-être un peu payé cette gourmandise ou au contraire, toi tu as besoin de te faire plaisir, tu as besoin d'aller là où ton cœur te va et justement ça te porte? Non, ouais, moi je pense que j'ai besoin de faire du volume. Je pense que quelque part ça me rassure et je sens physiquement que j'ai besoin de faire du volume aussi. Et je me suis un petit peu servi des compétitions que je pouvais faire comme le semi de Villepinte ou l'éco-trail, justement pour borner pas mal dans le cadre de la prépa marathon, quoi. C'est vrai que ça te réussit plutôt bien parce que tu pulvérises en ce moment tous tes records. Est-ce que tu as changé quelque chose dans tes entraînements? Est-ce que peut-être maintenant que tu es passé professionnel, voilà, comment toi tu expliques cette progression assez fulgurante parce que j'imagine que ça doit intéresser nos auditeurs. Si tu as peut-être un peu plus encadré, surtout tu travailles aussi à côté? Déjà je suis pas professionnelle. Tu as signé chez un équipementier maintenant, oui, mais je crois que tu es toujours infirmière et infirmière de nuit. Donc, je travaille de nuit, ouais, toujours. Et du coup, j'ai pas de changement de rythme ou quoi. Je fais mes nuits normalement. Après, ce qu'on a pu changer, peut-être, ça va être un équilibrage au niveau du rythme. Donc, je suis vraiment à l'écoute de mon corps. Alors qu'avant, j'essayais vraiment, si le programme d'entraînement était écrit de A à Z, j'essayais de le faire de A à Z. Et maintenant, j'essaie de l'ajuster un peu. C'est-à-dire que si j'ai des phases où je me sens un peu fatiguée, je vais dire à mon père, voilà, aujourd'hui, je fais du repos et puis je ferai à la place demain. Enfin, j'essaie vraiment d'adapter en fonction de mes sensations et de comment je me sens au jour le jour. Donc maintenant, c'est plus le plan, c'est plus toi qui essaie de s'adapter au plan d'entraînement, c'est le plan d'entraînement qui s'adapte à toi. Est-ce que tu as aussi peut-être allongé les kilomètres? Est-ce que fondamentalement dans l'entraînement, tu as essayé de revoir aussi un peu la philosophie, comme pouvait le dire Mehdi à l'instant? Non, je pense qu'on n'a pas changé grand-chose avec mon père. C'est toujours ton père qui t'entraîne du coup? C'est toujours mon père qui m'entraîne, ouais, qui entraîne le club aussi. Et non, on n'a pas changé grand-chose. On essaie juste de mettre du volume et d'équilibrer tout ça en fonction de l'alimentation, du sommeil, de tout gérer, quoi. C'est un peu compliqué, mais on y arrive quand même. Justement, Anaïs parle de l'alimentation, du sommeil. Est-ce que toi, Mehdi, c'est des choses que tu travailles, j'imagine, avec le kilométrage que tu fais? Est-ce que tu as essayé, est-ce que tu penses que tu as encore des leviers d'optimisation sur la récup, sur la nutrition, ou toi, tu es assez expert pour l'instant et c'est pas de ce côté-là qu'il faudra aller chercher? Après, moi je suis pas un gros dormeur de base, mais je pense dormir suffisamment. Et pour la nutrition, par contre, je fais attention à apporter tous les nutriments dont mon corps a besoin. Néanmoins, je me prive absolument pas. Ouais. Je veux dire, on fait quand même suffisamment de kilomètres pour pas prendre trop de poids pour le marathon. Donc franchement, on peut se faire plaisir. Quand on fait 200 km par semaine, on peut manger des pizzas. J'ai toujours mon rituel. Le mardi c'est pizza, le jeudi c'est sushi. Même en prépa marathon? Bien sûr, évidemment. Alors, il faut se faire plaisir quand même. Si on trouve pas du plaisir dans la nourriture, où est-ce qu'on va le trouver? Non, mais je suis d'accord avec vous. Et puis c'est vrai qu'on l'a vu notamment dans les équipes de cyclisme où il y avait une culture de la nutrition assez restrictive, assez forte. Et aujourd'hui, on voit que par exemple il y a des chefs cuisiniers qui viennent sur les étapes du Tour de France et on voit qu'ils se sont rendus compte qu'en remettant du plaisir, finalement tu vas mieux récupérer au niveau mental, ça va aller. Alors évidemment, il ne faut pas se goinfrer de junk food, Bien mais sûr. quand ça reste raisonnable, effectivement, on voit que c'est quelque chose qui va beaucoup mieux. Anaïs, toi, du coup, on t'a vu un peu sur trail. C'est vrai que tu as été quand même assez performante. On se dit, voilà, vu ta morpho aussi, que sur marathon, tu as encore de belles choses à dire. Très performante aussi sur cross, sur semi. Est-ce que tu as quand même envie de te spécialiser? Est-ce que tu penses quand même que voilà, une petite sélection en équipe de France, alors on peut, pourquoi pas, je sais pas, rêver des Jeux Olympiques, ça risque d'être quand même un petit peu compliqué, mais c'est vrai que là, avec ta progression, on peut s'imaginer de belles choses. Les Jeux Olympiques, j'y pense pas vraiment parce que les minima, ils sont à 2,26,30, donc clairement, il y a un monde, ce serait gagner 6 minutes. 6 minutes, c'est juste énorme. Mais je crois que je suis pas très loin des minima mondiaux qui sont aux alentours des 2,32, je crois. Exactement, ouais. Donc c'est chouette. C'est des petites. Il n'y a pas de petites victoires à chaque fois. Moi, je suis super contente. Donc si je suis aux portes entre guillemets de l'équipe de France, je serai la plus heureuse parce qu'évidemment c'est un rêve de petite fille. J'imagine. Mais si ça le fait pas, c'est pas grave. Je vais continuer à courir parce que j'aime ça et je vais toujours essayer d'aller chercher un meilleur chrono. Justement, 2h08-10 chez les hommes, les minima, est-ce qu'ils sont pas quand même un peu hauts? Est-ce que
Est-ce que vous ne pensez pas que la barre est quand même, à Paris, il y aurait peut-être un effort qui aurait pu être fait ou non? Tu comprends parfaitement qu'il faut être très exigeant. Toi, Mehdi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Non, je comprends pas. Je comprends les minima qui ont été fixés, c'est normal d'être exigeant. 2h08-10, c'est un chrono qui est à la portée des meilleurs Français actuellement. Je pense qu'il y en aura au moins 3 qui vont les faire. Donc, pour l'instant, que Nicolas Nicolas Navarro, qui a réussi à décrocher ces minima, en tout cas sur les derniers mois. C'est vrai que là, le temps commence à passer et on peut peut-être s'inquiéter sur qui on va voir sur marathon. Toi, tu es rassuré, tu penses qu'il y aura la sélection qui sera faite et il y aura bien plusieurs Français au départ à Paris? Avec la densité actuelle, je suis franchement pas inquiet. Il y a aussi Hassan Chadi qui a la capacité de le faire, qui était à 1 seconde l'an dernier. Morad qui a déjà couru de 5. J'espère moi aussi m'en rapprocher, voire faire mieux. Donc après on a aussi Nicolas Witz, Valentin Witz qui avait fait 2h10 à son premier marathon, Félix Bourg aussi 2h10 à son premier marathon. C'est-à-dire on a une densité en France qui est assez exceptionnelle. C'est normal de mettre des minima qui restent accessibles. 2h08 c'est pas inatteignable, ouais. C'est pas inatteignable. J'étais pas loin d'ailleurs, ton record personnel il est pas si loin que ça. Oui bien sûr, et puis avec ce qui s'est fait sur semi, je pense que c'est quelque chose d'atteignable et donc ça va pousser les Français à se dépasser et puis aller chercher des chronos inférieurs à 2h10 et se rapprocher des 2h08 voire 2h07. Et de toute façon, pour être compétitif au niveau mondial, je pense que 2h08 c'est un minimum. Donc pour moi, c'est quelque chose de logique. Bon, c'est rassurant. Du coup, c'est vrai, on n'a pas envie d'être frustrés, nous, les téléspectateurs. On veut vivre ce marathon olympique avec nos Français. Même si pour les Françaises, malheureusement, c'est un peu autre chose parce que là, je vois pas vraiment qui est capable de peut-être une fille, mais ça risque d'être quand même un peu plus compliqué. Donc on espère pas avoir ce scénario-là chez les garçons. Toi, Mehdi, du coup, quelle est la suite? Est-ce que tu as déjà un marathon en tête pour essayer d'aller décrocher ton fameux ticket d'or? Alors la suite, c'est déjà récupérer de celui-ci, aller prendre une bonne bière, se vider la tête, et ensuite on verra. Je crois que je suis sélectionnable pour les mondiaux de Budapest, on verra la décision de la fédération. Au mois d'août, donc toi tu as envie de prendre le départ pour ces mondiaux-là, c'est une échéance importante. Apporter le maillot de l'équipe de France, toujours une échéance importante. Donc, mais c'est pas des courses au chrono, c'est vrai que c'est des courses, ça va un peu moins vite généralement, c'est vrai que s'il faut quand même l'intégrer à ta prépa, c'est un choix. Là encore on est dans des décisions un peu shakespeariennes. Est-ce qu'on fait les mondiaux ou est-ce qu'on essaye de se mettre plus focus sur les minima? Après les mondiaux c'est pas non plus aberrant parce qu'il y a un parcours qui est assez plat à Budapest et on peut miser sur une course entre guillemets tactique pour les meilleurs mondiaux mais qui pour nous sera une course au chrono en fait, parce que pour eux ce sera peut-être tactique en 2h08, en 2h07, en 2h06 et nous si on prend le bon wagon il y a toujours moyen d'aller chercher un chrono. Et si je suis pas sélectionné à Budapest, l'objectif ce sera Berlin et après Berlin, si le chrono n'est toujours pas satisfaisant, il y aura Valence en fin d'année. Et Valence, je pense que ce sera un petit peu le juge de paix, les meilleurs Français vont se retrouver là-bas il me semble et ce sera un petit peu la décision finale pour les Jeux Olympiques. Je pense que tout va se jouer à Valence en décembre. Et toi Anaïs alors, est-ce que tu as des courses en tête ou pour l'instant récup comme Mehdi puis on advienne que pourra? De mon côté forcément un petit peu de récup aussi, même si tout le monde le sait que c'est pas mon fort. Je pense que dès demain je rattaque l'entraînement, en fonction des jambes évidemment. Mais j'ai un objectif, ça va être, je me suis inscrite pour le marathon de Berlin en septembre. Yes. Et du coup j'aimerais aller chercher les 2h30. Bon écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Ça a été un plaisir en tout cas de vous voir courir tous les deux. Vous étiez rayonnants. Et puis j'ai hâte de vous retrouver. Je suis sûr que vous allez, on va encore se croiser à mon avis au vu du potentiel que vous avez tous les deux. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Les amis, on se retrouve tout de suite dans la partie 2 de cet épisode et ne loupez surtout pas ça puisqu'on va retrouver dans quelques instants l'ultra trailer Mathieu Blanchard qui va nous parler de sa prépa pour le marathon et nous expliquer surtout comment est-ce qu'il a opéré sa transition trail route. Et on va également accueillir le sport scientiste Anaël Aubry. C'est le sport scientiste de l'INSEP, c'est celui aussi qui s'occupe d'athlètes comme Pierre-Ambroise Boss. Donc attention, on a un très grand expert qui va nous parler de sa méthode de récupération qu'il a développée et qu'il a renommé les 4R. Donc si vous voulez bien récupérer, écoutez cet épisode-là. Allez, je vous dis à tout de suite, rendez-vous dans la partie 2. À bientôt. Cette émission vous a été proposée par ASICS, partenaire de tous les coureurs du Schneider Electric Marathon de Paris.